Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Anaïs Tellen, réalisatrice de L'Homme d'Argile, et son compositeur Amaury Chaboty. Alors Anaïs, c'est votre premier long métrage. C'est peut-être un projet qui date de plusieurs années, qui a eu peut-être du temps à maturer, comme on dit. L'Homme d'Argile, qui sort au cinéma donc ce 24 janvier. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. On est très contents d'échanger avec toi autour de L'Homme d'Argile. Avec Amaury Chaboty, travaillé déjà sur donc tous mes courts-métrages, à savoir 19 juin, Le Mal Bleu, Modern Jazz. Donc c'est vraiment une collaboration au long cours. Et disons que ça a un côté extrêmement intéressant quand on passe au long, c'est qu'on se connaît déjà très bien. On connaît déjà très bien l'univers l'un de l'autre et on sait aussi dans le travail comment se parler, enfin voilà. Et là, pour L'Homme d'Argile, on avait particulièrement à cœur d'avoir une bande originale qui soit extrêmement lyrique, qui soit extrêmement assumée comme telle. Il y avait cette envie de romanesque. On a travaillé un peu différemment que sur les courts-métrages, dans le sens où Amaury Chaboty avait lu toutes les versions du scénario, donc il savait déjà, par exemple, que ça allait être un personnage lui-même musicien. Ça vient se travailler un peu différemment. On savait aussi que, en termes de façon de travailler, on a bossé dès le montage image, en fait, pas une fois que le montage était terminé. Et c'était vraiment une tripartite entre Héloïse Péloquet, la monteuse, Amaury Chaboty et moi. Et le but, je dirais, principal de cette musique, c'était non pas d'être une musique d'action, voilà, qui accompagne les faits et gestes du personnage, mais qui soit vraiment dramaturgique et qui vienne témoigner de tout le chemin et le parcours que fait le personnage de Raphaël. C'est un film avec peu de mots, et donc on se demandait aussi comment la musique vient raconter ce que le personnage ne nous dit pas. Et donc le personnage principal est un borgne gardien de manoir, pourvu d'un physique hors norme, incarné par Raphaël Thierry, devenant le modèle d'une sculptrice incarné par Emmanuel DeVos, de retour dans la maison, dans la demeure familiale. Et il y a derrière ce récit des allusions aux contes. Évidemment, on peut penser à La Belle et la Bête, à Cendrillon, on peut penser au Peau d'âne de Jacques Demy. J'ai même moi aussi pensé au Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Et cet aspect conte, j'imagine, appelé de la musique d'emblée. Le besoin de musique ne se questionnait pas. Tout à fait. La musique permet de rentrer plus facilement dans le conte, le romanesque, une forme de poésie, d'ouvrir un peu le champ des sentiments. Dès l'ouverture du film, on a longtemps réfléchi à comment rentrer dans le film. On a décidé pendant le montage de démarrer avec un traditionnel générique, voilà, avec une ouverture. Ça se fait beaucoup moins maintenant. C'est vrai qu'il y a une dimension même dans l'instrumentarium qui permet de un peu plus le rêve et une pensée qui se prolonge. Et Anaïs Tellen, est-ce qu'il y avait des références de votre part? Parce que j'évoque le conte, j'ai cité quelques films. Est-ce qu'il y avait directement des références formulées à Amaury pour son inspiration? On a beaucoup parlé de, par exemple, la BO de The Piano, la leçon de piano de Niemann. On est un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire que le personnage de Ada dans The Piano est un personnage qui a décidé de ne plus parler. Là, la musique vient vraiment nous raconter tous les méandres intérieurs de ce personnage.
Et j'aimais bien aussi la sensualité que ça convoque et le fait que ce soit, vous voyez, Ada se met par exemple à jouer du piano et derrière un orchestre monte et c'est complètement assumé. Et moi, je trouve ça extraordinairement, oui, beau et lyrique et qui vraiment appelle à l'imaginaire. Et je pense que d'une façon globale, sur cette histoire de conte et de musique, le format de l'image est assez réduit. C'est du 1/5, c'est un format normalement photographique. On se demandait sans cesse avec Amaury comment la musique va agrandir l'image. Et donc c'était ça le travail, c'était une envie de dilatation, d'émotion, d'image, de sensation. Et ouais, ça a été vraiment une de nos recherches, quoi. Et le cinéma français aujourd'hui s'ouvre de plus en plus justement à un imaginaire qui lui était étranger très longtemps. Et Amaury Chaboty, vous avez d'ailleurs participé à cette réémergence du genre dans le cinéma français. Vous avez fait la musique notamment de 2 films et bientôt 3 des frères Ludovic et Zoran Boukerma, alors notamment Teddy, où il était question du film de Loup-garou, et puis de l'année du requin, qui était présenté comme un crossover entre voilà le film social et politique français et le film de requin, le film d'horreur. Dans ce nouveau film, l'aspect genre, l'aspect conte est plus discret évidemment, mais plus dans le côté fantastique justement. Alors il n'est pas directement présent le fantastique, mais il passe par la musique, il passe par la lumière, il passe par l'ambiance en fait poétique du film qui rappelait Jean Cocteau, cette manière de convoquer le fantastique uniquement dans l'artifice du cinéma. Déjà d'emblée, on entre dans le film avec des percussions. D'emblée, le film, on ne sait pas trop à quelle époque il se situe, mais est-ce qu'Amaury Chaboty, vous dans vos choix musicaux, il était question parfois de faire exister une époque ancienne? On s'est demandé si on n'allait pas faire une musique plus médiévale. Il y a quelques éléments, quelques percussions. On s'est inspiré aussi d'air populaire, notamment Greensleeve, où on a récupéré quelques mesures pour insuffler comme ça dans le film une dimension un peu ancienne. Le film se passe beaucoup dans un château, dans le Morvan. C'est vrai que l'instrumentarium joue aussi beaucoup. Donc il y a quelques éléments médiévaux qui sont restés dans le film et une dimension, c'est ça aussi, un peu plus de genre qui permet de montrer aussi un peu l'au-delà. Ça, c'est la recherche globale dans la narration du film. Comment du trivial, comment de quelque chose qui nous semble très terrien peut surgir la poésie et où se cache la poésie. Et je dirais que comme vous disiez tout à l'heure, et la lumière, et les cadrages, et la musique participent à faire surgir ces éléments qui peuvent être poétiques, fantastiques, aux yeux des spectatrices et des spectateurs. J'aime bien dire que le cinéma, c'est l'art du manque, et c'est énormément comme ça qu'on procède. C'est comme une sorte de jeu de piste. J'ai à cœur que le public soit proactif aussi là-dedans, et donc rien n'est donné comme tel, et je dirais tout est plutôt donné à sentir. Donc voilà, en jouant avec tous les éléments qui font le 7e art. Et ce que j'aime bien dans ce film, et c'était assez audacieux dans le projet, et je trouve que c'est totalement réussi, c'est le mélange aussi, le côté hybride. C'est-à-dire que non seulement il y a tout ce que je viens de dire, le conte, la poésie, etc., il y a aussi une romance qui va se construire, et puis il y a aussi ce réalisme rural qui pourrait presque faire penser parfois à du Alain Guiraudy, et des moments même de comédie, avec une grand-mère, voilà, je vais pas trop en dire, mais voilà, il y a des moments hilarants, et tout cela s'imbrique parfaitement, et j'ai l'impression qu'il y a aussi l'enjeu en musique de film, qui est le bon placement musical. Et la musique, même si elle est très présente, on y reviendra avec la place de l'orchestre, mais elle sait aussi s'absenter au bon moment. Quel a été le choix? Est-ce que le placement était vraiment très précis en amont? Alors pour le placement, ce qu'on appelle dans notre jargon les séances de spotting, c'est-à-dire les moments dans un film où on choisit de mettre de la musique, de ne pas en mettre, ça c'est vraiment un dialogue qui se construit et qui ne s'arrête que au dernier jour de mixage, lorsque tout est terminé. C'est vraiment quelque chose qui bouge sans arrêt. La musique d'un film, c'est une matière qui est mouvante et qu'on travaille, voilà, d'un bout à l'autre. Et sur ce film, je pense que
la musique aussi permet de révéler les silences. Voilà, c'est-à-dire que il y a beaucoup aussi de silence dans le film. Il y a beaucoup un travail autour du son. Les moments où la musique est présente sont très importants, voilà, pour révéler les silences. La musique d'Amaury Chabotti, on l'a spotée à des endroits extrêmement particuliers, qui étaient des moments clés dans l'évolution du personnage de Raphaël, mais qui étaient aussi là pour comment cette musique va aussi donner une énorme qualité de silence et d'écoute derrière, ou comment elle va arriver rythmiquement à nous faire passer, à nous faire des virages à 180 degrés sans qu'on soit trop brusqué, en fait, en accompagnant aussi le public là-dedans. Et donc c'est ça qui est super intéressant aussi avec la musique, c'est qu'elle fait sens, c'est-à-dire elle vient nous raconter aussi l'état intérieur du personnage. On n'est pas juste dans surligner quelque chose ou voilà. Et ça, moi j'adore en tant que scénariste quand la musique peut aussi faire partie en fait d'éléments narratifs, quoi. Raphaël qui joue de la cornemuse, et notamment lors d'une scène de concert, et il y a également là un passage entre cette intradégétique de l'instrument du personnage et le romanesque, puisque à un moment donné cette cornemuse va rejoindre l'orchestre dans la partition, dans un climax du film, je trouve. Musicalement, voilà, il y a cette idée de fusionner la musique du personnage avec la musique romanesque. On s'est dit que ce serait probablement une assez bonne idée de reprendre dans la musique originale le score, de citer en tout cas la mélodie de ce personnage. Donc c'est vrai qu'il y a cette séquence, le concert où ce thème est pleinement joué. Cette citation musicale de sa mélodie, on l'a saupoudrée tout au long de la musique originale. De temps en temps, je me suis arrangé avec d'autres thèmes que j'ai composés à citer ce thème de Raphaël pour montrer l'état intérieur du personnage. Le film d'ailleurs s'ouvre par cette mélodie. Ouais, et puis c'est intéressant de faire se mélanger la musique que joue le personnage vraiment dans sa ligne narrative et d'un coup comment elle vient encore une fois s'expandre, se dilater en devenant la bande originale du film. Et je pense que ça participe aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment d'un coup on va exploser l'image, comment l'image va s'agrandir avec ça et comment le personnage lui aussi va finalement gagner en densité. Parce que si on reste dans le cadre d'un personnage qui joue de la musique en intradiégétique, on reste dans une sorte de réalisme et de pudeur, voilà. Alors qu'il y a un style de cinéma, mais en tout cas, nous, on avait vraiment envie que ça prenne de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que ce personnage, on peut le dire, s'émancipe, retombe en amour de lui-même. Enfin voilà, ça participait, en tout cas, encore une fois. La musique est là très signifiante en termes scénaristiques, quoi. La portée orchestrale du film, c'était quelque chose qui d'emblée était souhaité dès l'écriture, ou alors c'est progressivement justement. Est-ce que vous avez construit la musique de film par tâtonnement ? On s'est aperçu petit à petit que l'orchestre permet évidemment toujours plus de lyrisme, de dynamique, de puissance, et que sur ce film, on avait envie d'emmener le spectateur à autoriser une vraie sensibilité, une romance autour de ce personnage qui est très sensible, et derrière ce physique particulier, il y a une rencontre entre ce gardien de manoir et cette artiste contemporaine. L'orchestre permet vraiment de développer, de laisser rentrer le romantisme et de déployer en tout cas une émotion bien plus importante. Évidemment, tout ça est dosé, c'est pas tout le temps déployé. On fait beaucoup de variations autour de ça pour en garder sous le pied, si j'ose dire.
Et pour rester dans la dimension instrumentale, dans le travail instrumental, dans les jeux d'équilibre, il y a donc à la fois cette masse orchestrale, ce romanesque joué pleinement, et en même temps, on a parfois un soliste. Donc on a un piano seul pour la romance, et on a la harpe qui va jouer vraiment cette couleur soliste. Amaury Chabouty, vous êtes vraiment, vous aimez les solistes, vous aimez ce timbre épuré. On est vraiment sur un film sensible, un film, comment pourrais-je dire, d'auteur. On a besoin de jouer avec cette sensibilité. Après cette piste médiévale, c'est pas du tout le même tempérament et les mêmes sentiments qui se dégagent. Donc la musique romantique est quelque chose qui nous touche. Le piano, effectivement, ça permet on a un instrumentarium qui évolue tout au long du film pour permettre de passer d'une époque à l'autre, d'un sentiment à l'autre, et évidemment, comme vous l'avez dit, la taille de l'orchestre évolue en fonction des sentiments et de ce qu'on veut raconter. Et parfois, effectivement, ça peut être juste une clarinette, une harpe. Parfois, on peut aller à des voix solo. Ce que j'aime bien dans les compositions d'Amaury, entre ces choses où c'est très symphonique, il y a beaucoup d'instruments, et puis d'un coup un instrument se détache. Je trouve que dans la recherche de plein et de déliés, ça correspondait très fort, parce que d'un coup quand on entend un instrument solo, il y a quelque chose de très fragile aussi et de très gracieux qui se détache de ça. Et moi, ça me touchait beaucoup. On parlait notamment de la harpe. Ou du piano. Et le piano aussi, ça c'était intéressant, parce que la première fois que moi j'ai entendu le piano, j'ai dit mais ça va pas du tout dans le film, pourquoi il y a du piano? Ça me stressait parce que on avait beaucoup d'instruments avant, on avait un mélange plutôt, je dirais, romantique et médiéval et tout ça, et d'un coup le piano, on en a discuté, et ça a fini par être finalement l'unique option, et tellement c'était intelligent et brillant, parce que le piano c'est un instrument beaucoup plus contemporain, et que ça arrive dans un moment du film où justement on quitte le monde rural, on quitte l'univers qu'on connaissait depuis le début, et je trouvais ça brillant en fait, cette proposition de piano. Donc parfois il faut tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de déclarer quelque chose. Ouais. Puis le travail de musique de film, c'est une confiance entre deux artistes, parce que une musique ou une autre peut complètement transformer le film, apporter un nouveau sens. Donc il y a l'idée à la fois pour la réalisatrice, j'imagine, de faire confiance, d'accueillir des nouvelles propositions, mais pour le compositeur, c'est aussi de décrypter les intentions, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la réalisatrice, comment vous êtes bien entendu. Alors évidemment, vous êtes d'un tandem, on va dire, de proximité, où vous travaillez peut-être à peu de place l'une de l'autre. En général, la plupart du temps, je démarre la musique quand le montage du film démarre. C'est un moment où le réalisateur redécouvre les images qu'il a tournées. Donc c'est pas toujours, en tout cas les images qu'il découvre, pas toujours ce qu'il a imaginé, parce qu'il a écrit un film. Mais voilà, donc on repart à zéro lorsque le montage démarre. Et après, on sait que de toute façon, à un moment, les producteurs vont retirer le film à ce réalisateur-là. Donc on a en général 3, 4, 5, 6, 8 mois pour monter un film, et on sait que l'étau se resserre et qu'il faut faire des choix. Voilà, on n'a pas le choix, et donc il faut se faire confiance. Donc on compose beaucoup de choses pour évacuer les clichés, évacuer en tout cas le fond de sa pensée, et se mettre à table pour commencer à travailler et comprendre quelle va être la trajectoire musicale du film. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui partent à la poubelle, mais parce qu'on cherche, et on décrypte, et il y a tout un travail d'approche psychologique avec les réalisateurs pour essayer de savoir vraiment ce qu'ils veulent et être sûr que les musiques qu'on leur propose soient vraiment adéquates avec la trajectoire de leur personnage.
Je suis une personne qui écoute énormément de musique. Dans ma perception cinématographique, quand je regarde un film, elle rentre vraiment en ligne de compte. Donc, j'arrive quand même avec beaucoup de, je pense, auprès d'Amaury, de demandes, de présupposés. En tout cas, on sait que dès l'écriture du scénario, l'idée que ce personnage soit musicien et qu'ensuite ça soit repris dans la bande originale, c'était là. Enfin, il y avait des choses où l'idée de Madame de Claude Barzotti qui serait reprise, c'était aussi au scénario. Ça, c'est des choses pour moi qui était intangible, quoi. C'était sûr que ça allait être dans le film. Il y a aussi vachement la communication, et je pense que le monteur ou la monteuse dans ces cas-là, c'est super important de considérer que ça c'est pas un plus derrière un montage image. La musique a son apport aussi dans la narration. C'est pas qu'une question de coupe, c'est une question de comment on va passer d'un plan à l'autre, ou au final quand tu rentres de ton tournage et que tu as des tonnes et des tonnes de rush, quoi. Et que tu mets tout ça bout à bout, finalement, tous les faits du film sont, pour l'instant, sur la même ligne. Et en montant, on va choisir parfois de dégager certaines choses, parfois de rétrécir certaines autres choses, et puis d'en dilater d'autres. Et la musique aide à ça aussi, parce que c'est une question de rythme, quoi. Et de comment on va chercher ça, enfin. Et après, Amaury, moi, ce que j'aime bien aussi dans notre façon de travailler, c'est que t'es énormément force de proposition. C'est-à-dire, on va un peu parler de quelque chose et ça se peut que le soir même ou le lendemain, en salle de montage, on ait déjà reçu une proposition. Et ça, ce que tu disais, à quoi ça aide à se dire, est-ce que c'est par là qu'on veut aller, ou alors est-ce que j'ai les poils qui s'érissent sur le dos et je me dis, non, pas du tout la direction. Et là, on recose, quoi. Mais c'est la communication qui fait le... C'est beaucoup de conversations. Ouais. Il y avait eu plein d'idées. Il y a des choses qu'on élimine, mais c'est vrai que à chaque fois la musique d'un film est entre guillemets unique, et que si ça avait été un autre compositeur, le film serait différent aussi. C'est vrai. Et un autre réel. Et je pense que le fait qu'on ait collaboré avec Amaury Chabotti depuis toutes ces années, je crois que ça t'a aidé aussi à comprendre et à connaître mon univers qui est toujours constitué, je dirais, d'un grand goût pour le contraste, le paradoxe, comment on fait des virages à 180 entre le trivial, le terrien et la poésie, le grotesque et le sublime, enfin comment le chaud, le froid, le beau, le laid, ça a toujours été là. Ça nous aide beaucoup parce qu'on est en discussion sur ces concepts-là depuis bientôt 9 ans, quoi. Donc forcément. Hein. Et j'ai l'impression Amaury apporte évidemment donc beaucoup à votre cinéma, Anaïs Thélène, et à l'inverse, Anaïs Thélène apporte beaucoup à votre musique, Amaury Chabotti, parce que vous avez quand même commencé avec Vendeur de Sylvain Desclous, où la partition était essentiellement des percussions. Vous êtes ensuite passé aux Frères Boukerma, où la musique a encore fait un pas en avant, et j'ai l'impression que là, avec Anaïs Thélène, c'est encore plus orchestral, plus romanesque, avec même encore plus de contraste entre un piano seul et l'orchestre. Donc là, il y a encore une étape supplémentaire. Oui, au fur et à mesure des années, on prend confiance aussi. Les réalisateurs nous ouvrent un peu plus leurs portes et leurs films. C'est vrai que la présence de la musique, c'est très variable sur un film. Ça peut aller de 10 minutes, un quart d'heure à 1 heure, parfois 1h15, en fonction des besoins. On apprend aussi à comprendre le langage de la musique de film d'un film à l'autre. C'est vrai qu'au début, on fait plus d'underscore, on fait plus de... Mais après, encore une fois, c'est la typologie du film qui autorise plus ou moins l'arrivée de la musique. Tous les réalisateurs n'aiment pas la musique extra-dégétique, même parfois absolument pas. Donc, et parfois, on a des besoins, par exemple pour une comédie où il y a de la musique constamment, ou un film d'action, un film de genre. Voilà, ça c'est un drame, un drame romanesque. Et donc, la proportion de la musique, prend. C'est une question de goût, quoi. C'est que c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, mais moi j'ai un grand goût pour l'artificiel, complètement assumé. Donc il est hors de question que la musique se fasse oublier, par exemple. Au contraire, j'ai envie de dire, elle est là, elle se développe et elle participe.
avec ferveur à la construction du récit, du personnage. Enfin, et voilà, j'ai un vrai amour pour la musique de film. Voilà, enfin, j'ai pas du tout envie de la cacher ou quoi ou qu'est-ce. De même que j'ai pas envie de cacher que c'est des nuits américaines et pas des vraies nuits. De même que voilà, moi j'adore la fabrique du mensonge. Ça me touche énormément. Moi, je ne crois pas que le réalisme pur et dur fasse qu'on croit plus à une histoire. Dans cette volonté de ne pas avoir peur de la musique, cette sensibilité-là passe aussi par la volonté de la mélodie aussi, parce qu'on a parlé des choix instrumentaux, mais parlons peut-être aussi de cet aspect mélodique qui fait partie aussi de votre travail. C'est vrai que l'objet musical sur ce film est plus perçu parce que le personnage de ce film est musicien, et donc son émancipation passe par la musique aussi. C'est un personnage qui parle peu, et donc l'aspect intradigétique de ce que le personnage joue à la cornemuse, qui après se retrouve parmi d'autres thèmes, mais dans la musique originale, voilà, c'est pour ça que l'objet musical est plus perçu. La mélodie, c'est une ligne claire. En fait, c'est quelque chose de aussi lisible. Donc il y a peut-être 2 thèmes dans le film, et qui se recroisent d'ailleurs, qui sont dans la même tonalité et qui avec lesquels on peut jouer, on peut citer un thème dans l'autre, etc. Donc on joue avec ces éléments pour pouvoir comme ça avoir des variations et surtout voilà rendre la chose claire et lisible par le spectateur. D'autre part, l'instrument principal du film, en tout cas joué par le personnage, c'est la cornemuse. C'est un instrument qui est presque monophonique, qui a un bourdon en dessous, qui est une sorte de, comment on dit, une note pédale en dessous, une tenue, et puis qui a une tonalité bien définie. Donc il y a déjà un cadre, donc on ne peut jouer qu'une mélodie sur une note continue. On ne peut pas faire beaucoup de variations avec la cornemuse. C'est pas comme un piano, une guitare, on a toute l'harmonie. Il fallait qu'il y ait 2 mélodies dans le film, celle de Garance, celle de Raphaël, et que les 2 puissent s'unir parfois. Et puis moi, j'avais une demande très forte là-dessus. J'avais envie qu'en sortant du film, les gens fredonnent le thème du film. Parce que j'ai un grand amour de ça. Enfin, je trouve ça formidable quand on sort d'une séance de cinéma, qu'on reprend son petit métro et que d'un coup, on se remet à fredonner dans sa tête les choses. Ça fait comme perdurer le film encore plus à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vrai que c'est une demande. Les premières choses dont on a discuté, c'est moi, j'ai vraiment envie qu'en sortant de L'Homme d'Argile, ça reste. C'est l'acteur lui-même qui joue la cornemuse, vous ne l'avez pas du tout coaché, vous n'êtes pas intervenu sur sa partie. Alors Raphaël est un joueur émérite de cornemuse depuis 30 ans. Il a eu des groupes de musique traditionnelle avec lesquels il a tourné dans le monde entier. Lorsqu'il a proposé cette mélodie à Anaïs, a puisé dans différents airs qu'il avait, a proposé celui-ci que nous avons choisi parce qu'il a dégagé vraiment une certaine mélancolie. Donc c'est quelque chose qu'il avait, en tout cas lui, imaginé avant. Au scénario. Au scénario. Et qu'on a qui a été gardé pour le tournage et qui a constitué la mélodie du personnage. Il y a dans ce film une force de malgré le côté poétique, féerie, la volonté de romanesque, il y a aussi le souci d'authenticité, d'être le plus authentique par rapport à ce personnage qui se confond parfois avec son acteur. L'authenticité même du climat où le son est très important, le son du vent, le son de l'orage. Et d'ailleurs, le vent, on conclut le film avec le vent. C'est-à-dire que avant que la musique revienne au générique, on a le vent qui est très présent. Et le souci d'authenticité pour la musique, c'est aussi de se rapprocher au plus près des timbres réels des instruments. Donc exclure l'électronique, par exemple. Il faut garder une esthétique globale pour le film. On est sur la matière.
beaucoup, les silences, les éléments. Donc on peut parler aussi du ton de l'argile, de la sculpture, effectivement, le vent, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'éléments de nature. Donc il faut essayer de rester dans une esthétique poétique, voilà. Et je pense que voilà, il faut bien choisir ses instruments. Donc effectivement, l'idée de la musique électronique, même si on l'a évoquée, a été éliminée au fur et à mesure. Et sur les vents, par exemple, ils ont petit secret de fabrication, parce que je pense que tu as très bien perçu ce désir, en tout cas, d'authenticité et de matière. C'est des vents qu'on a enregistrés à la bouche, en bruitage, en faisant 1001 couches, parce que j'avais une idée très précise du vent que je voulais dans le film, parce que dès le scénario, le vent, pour moi, représentait le désir, quoi, qui s'engouffre comme ça de pièce en pièce dans le château, puis qui vient les entourer tous les deux. Donc c'est très beau le cinéma, oui, de passer par le faux pour atteindre le vrai. Exactement. Merci à Anaïs Tellen et Amaury Chaboty. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce film, L'Homme d'argile,